Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi, c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières. Saviez-vous qu'il est possible d'anesthésier une plante ? Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Comment la recherche travaille sur l'anesthésie chez les organismes non animaux ? Bonjour Delphine. Bonjour Lucia. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode où nous allons explorer les capacités des plantes à être anesthésiées. Ouh. Un sujet que l'on connaît bien. Ce qui fait que nous avons à cœur de vous partager cet épisode, mais pas seulement. C'est aussi car tout le long de celui-ci, vous aurez l'occasion d'entendre des chroniques sur des expériences faites aujourd'hui. Elles ont été réalisées par les étudiants du M2 Espace et Milieu Territoire Écologique et du M2, donc du Master 2 Écosystème et Biodiversité, Expertise écologique de l'Université Paris-Cité. Leurs chroniques dévoilent des résultats de recherche en quelques minutes, un travail consensueux et réalisé avec beaucoup d'entrain, dont nous avons été particulièrement enchantés d'être à côté pendant la réalisation. Tout à fait. Alors, pourquoi effectivement s'intéresser à l'anesthésie chez les plantes ? L'anesthésie, d'abord, c'est un phénomène qui est largement utilisé de façon volontaire en médecine animale, y compris humaine donc. Elle vise en particulier l'absence de conscience, l'absence de sensations douloureuses et le relâchement des muscles sans réflexe végétatif, permettant de réaliser des interventions chirurgicales ou de supprimer la sensibilité à la douleur tout en continuant de respirer et d'avoir le cœur qui bat. Important quand même. Complètement. Et c'est d'ailleurs ça que veut dire sans réflexe végétatif. Supprimer le relâchement, l'absence de sensations douloureuses et le relâchement des muscles sans réflexe végétatif fait que on a une sensibilité qui s'en va, qui n'est plus là, mais on continue de respirer ou notre cœur continue de battre. Ça n'enlève pas tout complètement. Utilisé depuis plus de 150 ans en médecine, de nombreuses personnes ont été anesthésiées. Que ce soit en anesthésie locale ou générale, l'anesthésie va se présenter sous ces deux formes, à savoir la locale et donc la générale. Chacune d'entre elles possède sa propre définition. L'anesthésie locale va renvoyer à une perte de sensibilité et l'anesthésie générale, on a cette perte de sensibilité, mais on a aussi plutôt une perte de conscience totale. Et c'est dès le 9e siècle que des élixirs à base de plantes ont été utilisés pour éviter la douleur. D'ailleurs, une grande majorité des anesthésiques qu'on utilise actuellement sont dérivés ou associés à des produits provenant de plantes, comme par exemple la cocaïne venant du coca, Erythroxylum coca, qui est de la famille des Erythroxylacées, un anesthésique local, ou encore le thymol et eugénol qui, eux, proviennent du thym, donc Thymus vulgaris qui est de la famille des Lamiacées. Et donc les plantes ont un grand nombre de molécules anesthésiantes, produisent un grand nombre de molécules anesthésiantes qui leur servent de moyen de défense contre les herbivores en particulier. Paracels, au XVIe siècle, découvre les propriétés anesthésiantes de l'éther, lui. Mais ce n'est qu'en 1846 que William Morton utilise les effets anesthésiants rapides et réversibles de cet éther pour une intervention chirurgicale. Cette découverte a rapidement révolutionné la médecine, mais s'est avérée difficile à expliquer et à comprendre. Et c'est Claude Bernard qui a émis l'hypothèse que tout le vivant était anesthésiable au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, c'est plus qu'une hypothèse, c'est vraiment une vérité. Mais ce n'est pas étonnant. Parce que déjà, à l'origine, en fait, tout le vivant est issu d'un organisme unicellulaire. On parle d'une seule cellule qui était proche des bactéries. 2/3 de l'histoire évolutive ont été donc communs avant que les lignées qui conduisent soit aux plantes, soit aux animaux ne divergent, par exemple. Donc ce n'est pas impensable qu'on ait des mécanismes en commun avec les plantes, finalement. Le fait est effectivement que tout le vivant est anesthésiable. En voilà quelques exemples.
Chez l'être humain, ça va entraîner une inconscience, une amnésie, une analgésie. Donc analgésie, pas de douleur. Oui. Et immobilité. Chez Escherichia coli, qui est une bactérie très étudiée, qui se trouve d'ailleurs sur notre corps, des chercheurs ont pu voir que l'isoflurane, un anesthésique, allait affecter la motilité bactérienne et la formation de biofilms. Les biofilms, en gros, c'est l'accumulation de plein de bactéries en espèce de couches. C'est ce qu'on peut avoir sur les dents si on se lave mal les dents. Quand on se lave les dents, on enlève le biofilm. Exactement. C'est ce qu'il y a aussi genre sur Bark, une éponge quand elle est utilisée depuis trop longtemps. En ce qui concerne les plantes, nous allons développer un peu plus le sujet, voir quelles le sont effectivement, ainsi que les champignons. Alors, le terme anesthésie, on aime bien l'étymologie aussi. Oui, on adore. Il vient du grec anesthésia, qui signifie insensibilité. Comme ça, au moins, c'est clair. Oui. Dès 1771, on retrouve dans des registres traitant de pathologie le terme d'anesthésie, qui est défini comme privation ou affaiblissement de la sensibilité. En 1847, donc un siècle plus tard, une note de compte-rendu de l'Académie des sciences parle également de suppression de la sensibilité par certaines substances. Dans ses écrits, il est fait référence à l'éther et au chloroforme, qui sont les premiers composés pour lesquels ont été observés un effet anesthésiant sur l'animal. Aujourd'hui, les recherches sur les mécanismes d'action des anesthésiques sont toujours en cours. Nous allons en discuter tout au long de cet épisode. Comme on l'a dit précédemment, Claude Bernard, au XIXe siècle, a émis l'hypothèse que tout le vivant partageait cette capacité à être anesthésié. Il a effectué des recherches sur le Mimosa pudica. C'est une plante qui s'appelle aussi la sensitive, qui est à mouvement dit rapide, donc qu'on peut voir avec nos yeux, à notre échelle de temps. Et cette plante, elle va refermer ses feuilles quand on la touche. Elle n'est pas carnivore. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir des vidéos si vous ne connaissez pas, c'est très très beau. Et alors cette sensitive, il l'a mise sous une cloche, avec de l'éther justement, et a observé qu'elle ne répondait plus à la stimulation du toucher. La plante était anesthésiée. Une fois qu'elle était restée avec l'éther, elle ne fermait plus ses feuilles au moment où on la touchait. Aujourd'hui, les travaux autour des anesthésiques et des effets sur les végétaux continuent, et avec les techniques que nous avons désormais, on peut même voir ce qui se passe dans une plante quand on la touche. Lorsqu'on touche une plante, un signal électrique va être généré. Et celui-ci va parcourir le long de la feuille, puis la tige, jusqu'à être propagé tout le long de la plante entière. Ce signal électrique, il est généré quand on touche une plante, mais aussi quand une chenille lui croque la feuille, ou encore quand on chauffe une partie de celle-ci, par exemple. Mais ce signal électrique, il est également présent dans notre organisme à nous, humains, chez les animaux, partout. Ce signal va passer de cellule en cellule et engendrer une réaction. Finalement, quand on parle de signal électrique, on parle d'abord d'un signal, d'une information qui va circuler, qui va se propager en quelques millisecondes à travers l'organisme. C'est vraiment très très court. Et ça, dans le but, si nécessaire, d'agir, de retirer notre main d'une surface très chaude avant d'être complètement brûlée, par exemple. Et on peut représenter une suite d'événements. Il y a la perception de ce qui se passe, le toucher, le message qui se produit et l'action qui en résulte, perception, message, action. On touche le Mimosa pudica, le message circule et la plante se ferme. Alors Burdon Sanderson, lui, a découvert au XIXe siècle que les plantes aussi génèrent ce signal électrique. En réalité, les signaux électriques sont générés chez toutes les plantes. Et par exemple, quand on les touche, justement, même si on ne voit pas de mouvement rapide comme le mimosa, toutes génèrent ces signaux qui vont les traverser. La circulation de ce signal est un message qui va porter une information, comme tu disais, perception, message, dans le but de permettre à la plante de répondre à ce qui lui arrive de manière adaptée, action. Exactement. Et donc, si on reprend le cas du Mimosa pudica sous la cloche avec l'éther de Claude Bernard, qui ne va plus répondre à la stimulation du toucher, et ben aujourd'hui, grâce aux techniques qu'on a qui permettent de voir ce qui se passe à l'intérieur de la plante, donc cette communication au niveau des cellules avec ce signal électrique, qui est comme un potentiel d'action pour nous, on sait pourquoi la plante ne répondait plus à ces stimulations. C'est parce que l'éther a empêché la circulation de ce signal. Il n'y a plus cette transmission et donc la plante ne ferme plus ses feuilles. Elle est devenue insensible à ce qu'il se passe. Et plus tard, quand on a enlevé l'éther, eh bien, la plante répond de nouveau à la stimulation. Donc il y a une perte
de sensibilité qui est réversible. Exactement. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les signaux électriques chez les plantes, nous avons fait un épisode qui s'intitule « La fibre végétale » que vous pouvez aller écouter juste après. Ah donc cet épisode, il nous réjouit, on l'a dit au tout début, parce qu'il est un peu différent d'habitude et parce qu'on va diffuser donc des chroniques de ces étudiants de Master 2 dont on a parlé au début. Chacune de ces chroniques va traiter d'une découverte faite sur les effets des anesthésiques chez les plantes ou autres. D'ailleurs, on parle d'anesthésique en tant que substance utilisée pour provoquer une anesthésie, c'est-à-dire une perte de sensation dans tout le corps ou dans une région spécifique, donc locale générale, et d'anesthésiant pour tout produit induisant une anesthésie de façon plus générale. Pour illustrer cette capacité à être anesthésié dans le vivant, nous allons laisser la place à Thomas Boissonnade, Lily Pasquet, Aurélien Savary et Evelyne Vanderbroek qui nous décryptent un article scientifique qui s'intéresse à l'anesthésie des champignons. Madame, monsieur, bonsoir. La France a peur. On note une explosion de crimes dans nos forêts. Des scientifiques rôdent pour essayer d'anesthésier les champignons avec du chloroforme pour ensuite les kidnapper dans leur laboratoire et mener de terribles expériences. Aurélien, pouvez-vous nous expliquer pourquoi 2 chercheurs s'amusent à droguer des champignons ? C'est une terrible affaire, Thomas. Laissez-moi entrer dans les détails. L'article Fungi Anesthesia a été publié en 2022 dans la revue Scientific Reports. 2 savants, Andrew Adamatsky, du laboratoire UWE de Bristol, et Anthony Gandia, de l'Institut for Plant Molecular and Cell Biology de Valence, voulaient savoir si les anesthésiants fonctionnaient sur une forme de vie qui appartient au règne des fongies. Contrairement aux animaux, les champignons n'ont pas de système nerveux. Or, c'est en agissant sur le système nerveux que les anesthésiants endorment les animaux. Il est donc intéressant de voir si ces derniers fonctionnent tout de même sur les fonges. Mais ce n'est pas la première fois qu'une étude de ce type est menée sur des organismes qui n'appartiennent pas au règne animal, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Une équipe de scientifiques menée par Andrei Pavlovic a déjà prouvé en 2022 qu'il était possible d'anesthésier la dionée attrape-mouche, une plante carnivore, avec de l'éther. Après avoir été au contact de l'anesthésiant, la dionée ne se ferme plus lorsqu'on touche ses poils qui habituellement donnent le signal pour fermer le piège. Très bien. Et quel est le champignon qui a eu l'honneur de se faire anesthésier cette fois-ci ? Alors, son petit nom latin est Pleurotus ostreatus, plus communément appelé pleurote en huître. C'est un champignon très commun, notamment en Europe. Vous l'avez sûrement aperçu au supermarché et vous l'avez peut-être déjà cuisiné. Pour cette étude, les chercheurs se sont concentrés sur le mycélium, l'appareil végétatif des champignons qui forme une masse de filaments blancs sur lequel poussent les carpophores, la partie aérienne des champignons. Et comment s'y sont-ils pris pour faire leur expérience ? Alors, tout d'abord, ils ont planté des électrodes dans le mycélium pour pouvoir mesurer son activité électrique en termes d'intensité, de fréquence des pics d'activité et d'intervalle entre ces derniers. Ces signaux électriques sont cruciaux pour les fonges. Elles permettent une communication interne à l'organisme pour qu'il puisse être coordonné dans ses activités. Une fois que les scientifiques se sont bien assurés de pouvoir suivre cette activité électrique, le champignon a été enfermé dans une boîte contenant du chloroforme. C'est terrible. Quels sont les résultats ? Eh bien, après avoir répété l'expérience 10 fois, ils ont noté une baisse de l'activité électrique des champignons, tant dans son intensité que dans la fréquence des pics d'activité qu'ils ont sous l'effet de l'anesthésiant. C'est un peu la même chose qui se passe dans le système nerveux d'un humain quand on lui fait une anesthésie générale. L'activité électrique baisse, donc son potentiel d'action diminue, il ne peut plus effectuer certaines actions. Mais si on les expose à trop de chloroforme, est-ce qu'ils peuvent faire une overdose comme nous ? Dans 9 des 10 essais, le champignon est resté pendant 3 à 4 jours dans la boîte avec le chloroforme. Dans ces cas-là, les dégâts sur le champignon sont irréversibles, il est mort, il a fait une OD au chloroforme. Dans le dernier essai, la boîte a été ouverte et aérée au bout de 16 heures. Le champignon a retrouvé une activité électrique plus intense que dans les 9 autres cas, mais qui reste plus faible qu'en temps normal. Et après cette première expérience, quelle est la suite pour nos 2 scientifiques ? Eh bien, ils souhaiteraient poursuivre leurs recherches en torturant davantage leurs champignons. Plus précisément, ils souhaitent les mettre dans un labyrinthe avec du chloroforme afin de voir s'ils arrivent à trouver la sortie avec leur IF. D'habitude, ils arrivent à s'échapper de ce piège, mais leur chance de réussite pourrait être compromise si l'anesthésiant empêche la transmission de signaux électriques qui lui permettent de coordonner l'ensemble de son activité. Une perspective bien macabre pour nos fongiques amis. Néanmoins, cela nous offre de belles perspectives pour mieux comprendre le fonctionnement d'autres formes de vie qui ne sont finalement pas si différentes de nous. Merci.
Merci. Merci à eux. C'est vrai que les effets des anesthésiques chez les plantes sont beaucoup étudiés. Chez les plantes à mouvement rapide, comme la dionée attrape-mouche, c'est cette plante carnivore qui a des feuilles sous forme de pièges et qui vont se refermer à vue d'œil. Chez cette plante, nous savons que la fermeture du piège, elle est due à un signal électrique. Celui dont nous avons parlé précédemment dans notre suite perception, message, action. Initié au niveau des poils dans le piège, il y a 3 petits poils de chaque côté du piège. Pour cette plante, lorsque les poils à l'intérieur des feuilles sont touchés, un message est envoyé et la fermeture des feuilles s'opère. Avec cette plante, les chercheurs et chercheuses ont un terrain de jeu passionnant pour étudier l'effet des anesthésiques. Mais je n'en dis pas plus, car cette fois, 2 groupes se sont attelés à 2 articles différents qui traitent des mécanismes d'anesthésie chez la dionée. Et on va commencer par Fanny Lagarde, Thalie Véran, Timothée Jacomet et Laurette Hamon qui se sont attelés à cette question. Imaginez pouvoir endormir des plantes. Eh bien, figurez-vous que cela est possible. À la manière des anesthésies réalisées pour les procédures médicales chez les humains, les plantes peuvent aussi être anesthésiées. Chez les animaux, les anesthésiques agissent au niveau du système nerveux. Le système nerveux, c'est un ensemble de réseaux de neurones qui communiquent entre eux au moyen de signaux électriques. Les anesthésiques induisent en effet une perte de sensibilité en inhibant la transmission du signal électrique au sein du système nerveux. Cependant, les plantes n'ont pas de système nerveux au sens strict. Elles génèrent des signaux électriques en réponse aux différents stress environnementaux. On parle de signalisation électrique. L'étude des effets des anesthétiques sur les plantes est fascinante, car elle permet de mieux comprendre comment fonctionne cette signalisation électrique et donc comment les plantes sont sensibles et réagissent à leur environnement. Plusieurs études préalables ont montré qu'une plante, la mimosa pudique, était sensible à l'anesthésie, la fermeture de ses feuilles étant inhibée en présence de plusieurs anesthésiques. Cependant, les signaux électriques n'ont pas été étudiés dans ces études. Nous ne savons donc pas comment et à quel niveau agissent ces anesthésiques d'un point de vue physiologique chez les plantes. Laurette, je te laisse nous parler d'une nouvelle étude qui nous en apprend plus sur ces processus. En effet, Fanny, le chercheur Pavlovitch et ses collaborateurs ont étudié l'effet d'un anesthésique, le diéthyléther, sur une plante carnivore, la dionée attrape-mouche. Cela a été réalisé dans une étude publiée en 2020 dans la revue scientifique Annals of Botany. Il est intéressant d'utiliser cette plante car ses mécanismes de fermeture des feuilles sont très bien documentés par de nombreuses études, en plus de présenter des mouvements rapides et faciles à observer. D'où l'intérêt d'utiliser cette dernière pour observer rapidement les effets des anesthésiques et identifier à quel niveau ils agissent. Pour commencer, parlons rapidement des mécanismes de la carnivorie de la dionée. Je te laisse expliquer ça, Fanny. Oui, une petite mise au point simplifiera sans doute le sujet. La dionée a la particularité de posséder des feuilles modifiées en piège avec des poils sensitifs sur la face interne pour détecter la présence d'insectes dont elle se nourrit. Quand un insecte se pose sur les pièges de la dionée, il va entrer en contact avec ses poils sensitifs. Cette stimulation mécanique déclenche les processus de fermeture des pièges, emprisonnant l'insecte qui sera ensuite digéré par les sucs digestifs sécrétés par les glandes présentes sur la face interne des pièges. Au cours de cette étude, les chercheurs ont soumis les plantes à des vapeurs d'un anesthésique, le diéthyléther, dans différentes conditions contrôlées et les ont stimulées mécaniquement. Les signaux électriques et chimiques induits par les plantes ont ensuite été mesurés. Les chercheurs ont ainsi mis en évidence que l'anesthésie inhibe les processus de fermeture des pièges chez la dionée. En fait, quand les plantes sont anesthésiées, elles ne réagissent pas aux stimulations mécaniques. En temps normal, quand les poils sont stimulés, des signaux électriques sont déclenchés. Ils sont appelés potentiels d'action like, en référence aux potentiels d'action qui permettent la transmission des signaux électriques dans le système nerveux chez les animaux. Le terme potentiel d'action like est utilisé chez les plantes pour décrire des processus similaires aux potentiels d'action malgré leur absence de système nerveux. Ces potentiels d'action like ne sont donc pas déclenchés chez les plantes anesthésiées et comme ces signaux sont impliqués dans la fermeture des pièges, les plantes anesthésiées ne peuvent pas fermer ceux-ci. De plus, les chercheurs ont montré que l'anesthésie inhibe l'accumulation de jasmonates dans les tissus de la plante. Les jasmonates sont des hormones de croissance qui s'accumulent en cas de stress chez les plantes. Chez la dionée attrape-mouche, elles sont impliquées dans la fermeture des pièges. D'autre part, l'anesthésie empêche également la production d'enzymes de digestion. En revanche, si on ajoute des jasmonates sur les plantes anesthésiées, la production de ces enzymes est rétablie. Ainsi, à la suite de l'inhibition des potentiels d'action like liés à la détection de l'insecte, l'anesthésie bloque l'accumulation des jasmonates, ce qui empêche la production d'enzymes digestives. L'anesthésie inhibe donc la fermeture des pièges et la digestion de l'insecte.
Mais pas de panique, les effets de l'anesthésie sont temporaires. Pour conclure, la dionée attrape-mouche perd toute sensibilité en cas d'anesthésie, ce qui est similaire aux effets de l'anesthésie chez les animaux. De plus, les anesthésiques agissent sur les signaux électriques comme chez les animaux, ce qui démontre que nous partageons une plus grande proximité que ce que l'on pense avec les plantes, au moins en ce qui concerne la transmission de ces signaux. Des recherches complémentaires restent à faire pour apporter de nouvelles informations sur les modes d'action des anesthésiques et pour mieux comprendre la complexité de la signalisation électrique chez les plantes. Dans l'attente de prochaines études innovantes, à la prochaine pour un nouveau podcast. Merci à eux pour le décryptage de cet article scientifique qui est assez complexe. Maintenant, c'est au tour d'Andrea Boilavang, Clément Lenormand et Zoé Michel qui, eux aussi, se sont attelés à cette tâche. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez actuellement Restez pas plantés là, dans un épisode qu'on nommera La Dionée dans les bras de Morphée. Nous parlerons aujourd'hui de l'attrape-mouche de Vénus, ou Dionea muscipula, une plante carnivore aux propriétés étonnantes. Nous recevrons pour cela Andrea et Zoé, étudiantes en Master 2 Espace et Milieu à l'Université Paris-Cité, à qui je passe maintenant la parole. Bonjour Clément, merci de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour Clément. Si vous êtes toutes deux présentes aujourd'hui, c'est pour discuter d'une étude récente qui a découvert les effets de l'éther, un anesthésique, sur la Dionée attrape-mouche. Pouvons-nous parler un peu plus de cette plante ? Oui, tout à fait. L'article scientifique dont vous parlez a été coécrit en février 2022 par plusieurs chercheurs de l'université de Würzburg, de la King's University, ainsi que de l'Institut de technologie de Kitami. Cette étude s'est penchée sur l'influence de l'éther sur les capacités motrices de cette espèce fascinante. Pour commencer, il faut savoir que cette plante est carnivore. Elle est en effet capable de digérer les insectes qui se trouvent piégés entre ses feuilles. Essayez de visualiser ces feuilles comme une bouche grande ouverte qui se referme au contact de l'insecte. Ce qu'il se passe, c'est que les feuilles sont dotées de 6 poils sensitifs qui, lorsqu'ils sont stimulés à 2 reprises, que ce soit 2 fois le même poil ou 2 fois, une fois chacun, déclenchent la fermeture du piège. Puis, des glandes sécrétrices de sucre digestif sur leur face interne sont alors activées, ce qui permet la digestion de l'insecte. Bref, pour en revenir aux poils sensitifs, du calcium qui joue le rôle de messager de l'information cellulaire est envoyé depuis la pointe du poil jusqu'à la base, dès qu'ils sont stimulés. Et le passage de ce calcium va générer un signal électrique. C'est seulement lorsque ce signal a atteint la base du poil que le piège se referme. Et donc, cette étude scientifique nous montre que ses capacités sont bloquées lorsqu'elle est au contact de l'éther, c'est bien cela ? En fait, dans cette expérimentation, les chercheurs qui ont mené l'étude ont constaté qu'au contact de vapeur d'éther, le piège ne se referme plus, même lorsque le poil est stimulé. Puisque la plante ne réagit plus, on aurait pu penser qu'elle meurt sous l'effet du gaz. Mais l'anesthésique intervient en fait sur plusieurs signalisations cellulaires de la dionée. Par exemple, les jasmonates, des hormones végétales qui permettent la fermeture des pièges et la production d'enzymes de digestion. Ce qui nous intéresse ici, c'est que l'anesthésie inhibe aussi le signal calcique. Il bloque son passage à la base du poil et l'empêche d'atteindre le lobe. Le lobe ne se referme donc pas. Autrement dit, sous éther, la plante perd sa capacité de mouvement. Cela ressemble curieusement à une perte de conscience, non ? Dans l'article que vous citez, il est indiqué que la plante se réveille au bout de quelques minutes. C'est presque digne d'un conte de fées. Effectivement, après avoir été exposée à l'éther, et une fois que l'anesthésique n'est plus présent dans l'atmosphère, elle a besoin d'un temps de récupération avant de retrouver ses fonctions. Comme nous, les animaux au réveil finalement. En parlant d'animaux, ce qui est fascinant dans cette étude, c'est que l'éther, qu'on utilise normalement pour anesthésier les animaux, semble fonctionner également sur notre plante carnivore. Comment pouvez-vous expliquer cela ? Alors, à la base du poil sensitif, il faut savoir qu'il se trouve des récepteurs de glutamate. Ce glutamate, c'est un acide aminé qui joue un rôle très important, en particulier dans le système nerveux animal. C'est un neurotransmetteur associé notamment à l'apprentissage et à la mémoire. Bref, les récepteurs de glutamate qu'on retrouve aussi chez notre plante sont bloqués par les anesthésiques. Le calcium est toujours transmis au toucher du poil, c'est juste qu'il n'atteindra pas l'ensemble du piège. Pour simplifier, on pourrait prendre l'image d'un colis. Admettons que l'information, donc le poil touché, est contenue dans une lettre. Le facteur qui transporte cette lettre, c'est le signal calcique. Il doit la transporter jusqu'au destinataire pour que le piège se referme. Or, la porte, qui représente les récepteurs de glutamate, au contact des vapeurs d'éther, restera fermée. Le facteur est insensible à cette anesthésique, mais l'info ne sera pas transmise. Par contre, vous pointez du doigt en effet une question intéressante. Comment un neurotransmetteur peut-il jouer un rôle dans la transduction de l'information cellulaire chez les plantes, puisqu'elles ne sont pas dotées de neurones ? Décidément, quelle plante étonnante. Merci encore pour votre intervention. J'espère que ce podcast ne vous aura pas endormi, comme la dionée.
Les plantes ont donc la capacité d'être anesthésiées. Merci à Andrea, Clément et Zoé pour cette petite chronique. Et cette découverte, qui n'est pas vraiment récente, apporte des questions. En premier lieu, pourquoi tout le vivant est anesthésiable ? Et en second lieu, si les définitions des anesthésiques se réfèrent à une perte de sensibilité, est-ce que les plantes peuvent être considérées comme des êtres sensibles ? Alors ça oui, parce qu'elles sont sensibles à ce qui leur arrive dans leur environnement. Elles perçoivent et elles sont sensibles à tout ce qui peut se passer autour d'elles dans leur milieu. Et qu'est-ce qu'il en est de l'absence de conscience ? Est-ce que les plantes ont une conscience ? Alors, gros mot. Très gros mot. Évidemment, on n'a pas la réponse. Non. On fait que poser les questions. Et c'est en tout cas le débat en cours au sein de la communauté scientifique. Et on peut voir des titres d'articles scientifiques qui sortent tels que l'anesthésie générale, une sonde pour explorer la conscience, ou encore comprendre l'anesthésie, pourquoi la conscience est essentielle pour la vie et non pas basée sur les gènes, ou encore anesthésique et plante, pas de douleur, pas de cerveau et donc pas de conscience. Et c'est vraiment un débat en cours dans la communauté scientifique. Ça pose énormément de questions. Complètement. Et ça fait avancer finalement la recherche sur ces domaines-là. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Eh bien, nous arrivons au terme de cet épisode. L'anesthésie est un phénomène passionnant qui engendre de nombreuses questions, qu'elles soient biologiques ou sémantiques d'ailleurs, c'est-à-dire une question d'utilisation de vocabulaire adapté. Et les plantes ont donc cette capacité, elles aussi, d'être anesthésiées, ce qui n'est pas étonnant, car elles sont vivantes, et être vivant implique de pouvoir être anesthésié. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et en attendant, restez pas plantés là.